Alors, je suis psychologue clinicienne, écrivain aussi parce que j'ai écrit 18 livres aujourd'hui sur le sujet de la mort, sur le sujet de l'expérience de vieillir. Et je participe actuellement, j'ai 2 postes d'observation, les séminaires que j'organise sur le bien vieillir pour la mutuelle des journalistes du spectacle, de l'audiovisuel, de la presse, Audience, et je fais ça depuis 10 ans. Et puis des groupes de parole qu'on appelle le parcours L'aventure de vieillir dans les résidences Domitis. Et récemment, des tables rondes post-confinement que nous avons mis en place. Alors, comme je ne peux pas évidemment aller dans toutes les résidences Domitis, j'ai formé 3 groupes de psychologues aujourd'hui à ma manière de travailler. Je dis ma manière de travailler parce que j'ai un angle de vue qui est que donner la parole aux personnes pour qu'elles nous parlent de ce qu'elles vivent de positif, d'intéressant, de spécifique aussi. Et ce groupe de parole n'est pas le bureau des pleurs et des lamentations parce qu'ils ont d'autres occasions pour pouvoir voilà, se plaindre. Mais là, c'est qu'est-ce que nous vivons, voilà, d'intéressant, de fécond, de spécifique à notre âge. Et c'est très, très intéressant. Alors, on aborde plusieurs thèmes, évidemment. On aborde le thème de l'image que la vieillesse a dans notre société, c'est le thème de la sagesse, le thème de la joie, qu'est-ce qui donne de la joie, du désir, le thème de la mort, bien sûr, n'est pas évacué du tout. Aussi le thème de la paix, qu'est-ce qui donne de la sérénité, qu'est-ce qu'on transmet aux autres, à la même génération, mais aussi aux enfants, c'est-à-dire transmission, je dirais, horizontale et verticale. On parle de ce qui donne du sens à l'âge, de ce qui, voilà, et voilà, tous ces thèmes sont abordés, d'ailleurs au choix des participants, c'est-à-dire il y a un panel de thèmes et ils font leur choix, et ils sont à peu près une quinzaine, et moi, celui qui anime, enfin moi je l'ai fait longtemps, maintenant ce sont d'autres psychologues, en fait, fait circuler la parole parce que c'est la parole des résidents. Et si on fait ça chez Domitis, c'est parce qu'on s'est aperçu que des gens qui parlent entre eux de sujets autres que la pluie, le beau temps, la plainte sur les repas qui ne sont pas bons, des gens qui parlent d'eux-mêmes, en fait, eh bien, retrouvent une certaine estime d'eux-mêmes. Et que l'estime de soi, c'est fondamental pour garder son autonomie. Donc, voilà, voilà ce que mon poste d'observation. Et puis pendant le confinement, j'ai été en plus sur des plateformes de soutien de directeurs d'EHPAD, des plateformes de soutien d'aidants aussi. Et j'ai entendu donc beaucoup de témoignages, et puis j'ai suivi de près aussi tout ce qui se, j'ai eu beaucoup d'échos de tout ce qui se vivait au printemps, pendant ce confinement. En fait, c'est un éditeur qui est venu vers moi. Non, je n'avais pas eu l'idée d'écrire, je trouvais que j'avais déjà beaucoup écrit. Et puis Plon est venu fin mai et m'a proposé d'ailleurs ce titre. Et j'ai réalisé que je pouvais le faire, ce livre. J'avais tout le matériel, toute l'expérience passée. Et donc, je l'ai écrit très vite, je l'ai écrit en 2 mois. Et voilà, donc c'était pas une intention au départ, hein, mais effectivement, je me suis dit, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai entendu, le matériel que j'ai, l'expérience que j'ai, je dirais ce scandale, parce que moi j'assume ce terme, ce scandale du confinement qui a été qu'on a empêché des personnes de venir dire au revoir à un proche mourant qui était pas loin, à une centaine de mètres, hein. On sait qu'on a un père, une mère qui est en train d'agoniser et on vous empêche d'y aller, c'est un véritable scandale parce que ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. J'ai repris d'ailleurs le propos de Boris Cyrulnik là-dessus. Jamais on a vu ça.
et dans tous les pays, dans toutes les cultures, depuis toujours, on respecte ce sacré, parce que c'est un sacré, de l'accompagnement d'un proche. Et puis tous les rites qui suivent, c'est-à-dire l'adieu au visage, le, le, je dirais se réunir en famille autour du cercueil, c'est le dernier hommage que représentent les obsèques, tout cela n'a pas eu lieu. Ou a eu lieu ensuite. Alors évidemment, on est revenu en arrière, on a permis à une personne de venir dire au revoir, mais beaucoup de personnes n'ont pas pu aller enterrer un proche. Et j'ai entendu, alors j'ai eu des témoignages de détresse, mais très très grande, et puis de culpabilité. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, certaines personnes ont osé franchir la porte. Certaines personnes sont allées aux portes des EHPAD, ont crié, ont dit « vous ne m'empêcherez pas de faire ça ». Et comme il n'y avait pas de fondement juridique, il faut le rappeler, hein, c'était une consigne, il n'y avait pas de fondement juridique, les EHPAD ont fini par ouvrir, ils ne pouvaient pas ne pas ouvrir, équiper la personne, l'accompagner dans la chambre. Bref, il y a des personnes qui ont réussi quand même à aller voir leur père, leur mère, lui tenir la main, lui dire leur dernier au revoir. Et ces personnes sont aujourd'hui très heureuses d'avoir pu le faire, hein. Mais tous ceux qui savent que d'autres ont réussi sont dans une culpabilité énorme. Ils se disent, mais moi, pourquoi j'ai pas osé? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai été si docile? Pourquoi j'ai laissé faire? Alors ça, je peux vous dire que mes collègues psy, en ce moment, c'est ce qu'elles entendent. Comment c'est possible que je n'ai pas eu le courage d'aller frapper à la porte, d'exiger quelque chose qu'on ne pouvait pas me refuser? Voilà, ça c'est ce qui me frappe aujourd'hui dans les deuils si difficiles à vivre, c'est cette charge de culpabilité parce qu'on sait que d'autres ont réussi. J'ai 2 chapitres, j'ai un chapitre qui s'appelle « Quand la peur domine l'humain, a raison de l'humain » et un chapitre « Quand l'humain a raison de la peur ». Parce que j'ai entendu les deux. J'ai entendu des gens qui avaient tellement peur qu'effectivement leur seul recours était d'appliquer, je dirais, les consignes et même d'aller au-delà, parce qu'il y a des gens qui ont été plus stricts même que les consignes. On voit bien que quand la peur domine, on ne tient plus du tout compte de l'humain. Donc, au contraire, il y a des EHPAD dans lesquels la et là, on voit bien que c'est une question de culture, effectivement, la culture de la direction, directeur, directrice d'EHPAD, quand elle a une culture humaniste, eh bien, elle s'est adaptée, les directions se sont adaptées pour essayer de trouver la meilleure solution possible pour, dans un contexte dont il faut bien reconnaître qu'il n'était pas facile, puisqu'il faut à la fois concilier la protection et la liberté. Donc, ce n'était pas simple, mais il y a des gens qui ont réussi à trouver des façons, on peut dire, de contourner des consignes qui sont, il faut le dire, les consignes, c'est toujours global. Et beaucoup de directeurs d'EHPAD ont d'ailleurs demandé officiellement, on écrit, qu'on leur laisse une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté, hein, pour appliquer les consignes. Il s'agit, c'est pas évidemment de faire n'importe quoi, mais on voit bien que ça a été possible. Donc, on voit bien que la peur génère de l'inhumanité. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je dirais, là, ça a été, on s'en est rendu compte pendant le confinement, mais c'est une vérité, hein. Quand on est dominé par la peur, eh bien, à ce moment-là, toutes les valeurs éthiques que l'on a, elles sautent. Elles sautent, elles explosent, hein. C'est pour ça que c'est si important, effectivement, qu'il y ait une culture humaniste, éthique, dans les établissements. Il faut vraiment y travailler. C'est une d'ailleurs des leçons à tirer du Covid et des préconisations que je donne à la fin du livre aussi, qu'il y ait une cellule éthique, même qu'il y ait
une éthique d'urgence, moi j'ai appelé ça. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce terme en disant que l'éthique, il faut la réflexion, il faut du recul, etc. Moi je pense qu'on peut tout à fait réfléchir justement en amont à ce qu'est une éthique d'urgence. C'est-à-dire, par exemple, on aurait dit, voilà ce que nous conseillons, mais nous vous laissons la liberté de, peut-être en relation aussi avec le conseil de vie sociale, en prenant l'avis aussi des personnes concernées. Nous vous laissons gérer les choses comme vous le sentez le plus humainement possible. Ça aurait été quand même une consigne complètement différente, hein. Oui, j'ai fait d'ailleurs j'avais écrit une tribune dans Le Mmh. Monde en disant que le Covid on avait atteint le paroxysme du déni de la mort. Parce que, effectivement, alors je reprends cette phrase qui n'est pas de moi, mais qui était de Louis-Vincent Thomas, un anthropologue qui est mort depuis longtemps et qui avait beaucoup écrit sur les rites de la mort. Et il disait: «Nous sommes dans une société thanatophobe et mortifère, qui a peur de la mort et qui porte la mort». C'est-à-dire que plus on a peur de la mort et en fait, plus, eh bien, on prend des décisions, on a des actes qui en fait font plus de qui font du mal, qui nuisent, qui portent la mort justement. Alors c'est un ce déni de la mort, on le voit bien, on dit: «Il faut protéger à tout prix la vie biologique, la vie du corps». Et puis, c'est ce qu'on a voulu faire en enfermant des personnes très âgées dans leur chambre, dans un mur dont on ne pouvait, dans une chambre, on ne pouvait même pas ouvrir la fenêtre, euh, qui ne voyaient que quelques soignants qui passaient et qui étaient coupés de leurs liens affectifs, de leur famille, parce qu'il ne faut pas rêver, mais beaucoup de personnes âgées, surtout si elles commencent à avoir un peu des, je dirais, des atteintes cognitives ne sont pas du tout capables d'utiliser les moyens que nous utilisons, Zoom, WhatsApp, ce sont des personnes qui sont démunies sur ce plan. Et puis, tous les EHPAD, il faut dire aussi qu'ils ont eu beaucoup de problèmes aussi. Ils n'avaient peut-être pas assez de personnel parce qu'il y avait du personnel qui a été atteint du Covid. Donc, il y a eu là je dirais, on a protégé la vie du corps, et on ne s'est absolument pas préoccupé des autres aspects de la personne humaine, c'est-à-dire nous sommes des êtres affectifs, relationnels, nous avons aussi, je dirais, il y a une dimension démocratique aussi, on doit pouvoir dire si on est d'accord avec quelque chose ou pas, si on peut pouvoir donner son avis, spirituel aussi. Tous ces aspects ont été complètement gommés. Et résultat, il y a des personnes qui se sont laissées mourir, qui ont cessé de s'alimenter, qui se sont dit: «Bon, bah, si c'est ça, continuer à vivre, ça ne vaut plus le coup», et qui se sont laissés mourir. Et je sais très, très bien que dans les morts qu'on a attribuées au Covid, il y en a qui n'étaient pas des morts du Covid, mais qui étaient des morts de désespoir, de solitude. On n'avait pas les moyens de tester, hein. Mais il y a des personnes qui sont mortes d'autre chose, hein, qui étaient sans doute pas très loin de leur mort, parce que c'est vrai que, mais qui, voilà, ont tout simplement baissé les bras, lâché prise, et puis sont partis. Euh, ce déni de la mort aussi, ça montre, c'est aussi toute une vision de la vie. Moi, par exemple, il y a une expression qui m'horripile, c'est l'expression personne à risque. Parce que, Annie, vous êtes une personne à risque comme moi, mais, et mes enfants sont des personnes à risque aussi, parce que la vie est un risque. Nous sommes tous. Je peux, moi, mourir demain, tout à l'heure, en descendant l'escalier, en faisant une chute, voilà. En fait, donc, la vie est un risque. Et là, cette façon de vouloir protéger la vie à tout prix a quelque chose qui est complètement insensé. C'est un, donc, je pense que si on était dans une société dans laquelle il n'y ait pas le déni de la mort, on aurait sans doute géré les choses différemment. D'ailleurs, moi, je vous dis cela, c'est quelqu'un
qui a enseigné l'économie de la santé, qui m'a dit: «Si cette pandémie avait pris naissance en Afrique, on ne l'aurait pas gérée comme ça. Mmh. Nous avons pris le modèle sur la gestion du Covid en Chine. Si c'était né en Afrique, on n'aurait pas géré comme ça». Sans doute en respectant justement les liens aussi, parce que c'est vrai qu'en Afrique, il est pas question de, et d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi de voir que c'est un continent qui est peu touché, mais il n'est pas question d'empêcher les liens familiaux, les liens. Alors, il y a probablement des personnes qui ont attrapé Covid, mais comme on le sait, il y a beaucoup de personnes qui l'ont et qui l'ont de façon minimes, qui ont ce sont des personnes aussi, ce sont des pays dans lesquels aussi les personnes âgées ont pris le risque aussi de, d'attraper la Covid et de mourir. C'est-à-dire qu'il y a et d'ailleurs en France aussi, des personnes qui ont dit: «Moi, je préfère prendre le risque de ne plus voir mes enfants et de ne pas vivre ce qui fait sens, qui donne du goût à ma vie, c'est-à-dire la convivialité, c'est». On voit bien que dans les valeurs de la vie, dans les valeurs, là, c'est une société qui va mettre la vie biologique au centre, en fin de compte, elle est mortifère. Alors moi, je crois que vraiment il faut, d'ailleurs, je crois qu'il faut vraiment écouter les personnes âgées sur leurs choix, parce que moi, j'ai eu le sentiment aussi d'avoir qu'on a une régression terrible sur toutes les avancées qu'on a fait sur la dignité du mourir. Parce qu'on s'est battu toutes ces dernières années pour que Mmh. les souhaits des personnes soient respectés. Mais quand une personne disait: «Moi, je m'en fiche d'attraper le Covid», il y en a qui l'ont dit: «Je m'en fiche, je suis pas très loin de ma mort, mais je prends le risque. Ce que je veux, c'est continuer à avoir à ce que ce lien qui me fait vivre continue». On pouvait s'adapter pour qu'une personne qui fasse ce choix puisse recevoir un proche jeune, hein, équipés pour ne pas effectivement entrer, sortir avec un masque et mais non, je pense on peut encore aujourd'hui tout à fait, je dirais, rester sur cette ligne de s'adapter à chaque personne et à ce qu'elle souhaite, hein. Alors ça, c'est une moi je pense aussi qu'il y a il y a eu un vous savez, on a parlé d'un le conseil scientifique était soi-disant pluridisciplinaire, mais il n'y avait pas un psychologue et moi je pense que s'il y en avait eu un, peut-être que ces questions, justement sur sur les drames autour des gens qu'on n'a pas pu accompagner, auraient été soulevées, hein. Alors, c'était sur les dépressions qui peuvent les dépressions, les syndromes de glissement des personnes âgées auraient été soulevés certainement. Heu, je pense aussi que alors il y a disons dans les f il y a des fruits du confinement aussi. Il y a des choses qui ont été positives. Il y a une réflexion autour de la mort certainement que, tout le monde a eu plus ou moins. Et ça, c'est peut-être un point positif justement, parce que, les dangers, Mmh. aujourd'hui c'est la Covid, demain ça sera un autre. Nous en traversons dans la vie, qui nous rappelle que nous sommes mortels et je crois que chacun aussi a réfléchi à ce qui était important et essentiel pour lui, hein. Et là aussi, je crois que c'est quelque chose qui est, peut-être que là, ça finalement l'épidémie aura permis à certains de se poser des questions, de revenir sur soi-même. Moi, j'ai été frappée par exemple dans une des réunions post-confinement que j'ai eues avec des personnes de 80 à 100 ans, le nombre d'entre elles qui ont dit: «On a fait notre testament, on a mis de l'ordre dans nos affaires», ce qu'elles n'avaient pas fait avant. Donc, il y a eu une sorte les gens ont réalisé qu'ils pouvaient mourir, oui. Et donc, est-ce qu'on est les affaires sont en ordre? Qu'est-ce qui est important maintenant? Donc ils le disent, qu'est-ce qui est essentiel maintenant? Justement, je pense que, j'ai l'impression aussi qu'il faudrait que la question de la mort ne soit pas évacuée.
dans ces établissements. Oui, hein, la mort, ils en sont proches. Moi, j'ai toujours, d'ailleurs, dans toutes les formations que j'ai faites pour les psychologues des EHPAD et pour les soignants des EHPAD, ne pas avoir peur de s'asseoir et d'aborder la question avec la personne qui a cette pensée dans la tête. On n'est pas, bon, à 90 ans, on pense à la mort, mais on n'y pense pas de manière morbide, on y pense parce que c'est son destin, on s'en approche. Et sentir qu'on ne peut en parler à personne, ça met dans une solitude immense. C'est ça qu'il faudrait changer aussi, pouvoir parler de ça. Et si ça arrive, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Là aussi, justement. Bien sûr, il y a des personnes qui veulent absolument se protéger, mais on respecte à ce moment-là, tout à fait. Il y a des personnes qui s'autoconfinent, qui n'ont qu'une envie de sortir. Ben oui, c'est leur liberté, là, et c'est leur choix. Hein. Et d'autres qui veulent prendre le risque de sortir. Voilà. J'ai interviewé la directrice d'un EHPAD près de Montpellier, qui est une femme qui est une grande humaniste et qui a établi justement une culture, vraiment une culture palliative, une culture humaniste dans son EHPAD. Pendant 1 an, ils ont réfléchi à la meilleure manière de permettre au corps de sortir. Est-ce qu'on allait faire comme on faisait jusque-là et que font la plupart d'ailleurs des EHPAD, c'est-à-dire les pompes funèbres vont chercher le corps la nuit ou à un moment donné où personne n'est là, et puis il sort par la porte des poubelles, ni vu ni connu, et puis le lendemain, les gens dans l'EHPAD s'étonnent qu'on ne voit plus la personne, et souvent on ne leur dit même pas, c'est-à-dire et ont le sentiment que, ben voilà, quand on disparaît, comme une petite chose, comme dit une des familles qui est dans un film qui a été fait sur la haie d'honneur, comme une petite chose. Là, ils ont décidé de faire autrement. Ils ont décidé que les pompes funèbres allaient chercher le corps sur un brancard qui est recouvert d'une couverture de couleur qui a été choisie d'ailleurs par le résident pour ça et d'honneur, c'est-à-dire que c'est intéressant des gens qui réfléchissent à une et d'honneur qui aura peut-être lieu dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils disent, je veux telle musique parce que voilà comment ça se passe. Les pompes funèbres vont chercher le corps sur un brancard, ils descendent par l'ascenseur et puis il y a dans le hall de la résidence la musique qui a été choisie par le résident. Et puis, donc, le corps arrive au milieu d'une éo d'honneur qui est constituée de quoi? De tous ceux qui ont voulu venir, c'est-à-dire les autres résidents, hein, les familles des autres résidents, les familles du résident qui est mort, les soignants, ceux qui veulent. Et ils sont là, et il y a une minute de silence, et on quitte par la grande porte jusqu'au fourgon. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce moment, c'est très simple, c'est pas du tout spectaculaire, c'est très simple, il permet les gestes. On voit, j'ai vu des gens qui se prennent dans les bras, les soignants peuvent aussi y aller de leurs petites larmes, et on exprime ses émotions, on se prend dans les bras, on exprime la solidarité, et et ce qui se passe, c'est que ce petit rituel-là, qui change tout dans la culture de la résidence. C'est-à-dire que la mort n'est plus tabou. On en parle. Et on parle de ça et d'honneur, on sait très bien ce que ça veut dire. Donc on en parle. Ce n'est plus du tout tabou dans cet établissement. Alors, dans mon livre, j'ai fait une lettre aux endeuillés, dans lequel effectivement je leur écris parce que je pense qu'ils ont... D'abord, je crois que comme dans tout processus de deuil, il faut laisser libre cours à ses émotions, il faut pouvoir partager cela avec d'autres. Et puis, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup. Ces personnes qui n'ont pas pu forcer la porte pour aller voir une personne qui est en train de mourir et qui savent que d'autres ont réussi,
sont dans une culpabilité énorme. Je me souviens de cet homme qui disait « mais je ne me pardonnerai jamais d'avoir laissé ma mère partir sans un mot, sans que je lui tienne la main ». Et puis de savoir que son corps a été jeté comme ça dans une housse partie à Rungis, cet homme ne s'en remet pas. Donc, je pense qu'il faut vraiment là, d'ailleurs, trouver de l'aide, savoir trouver de l'aide auprès de psychologues pour pouvoir justement passer ce cap difficile. Et puis, je préconise aussi, ce que j'ai souvent fait dans le passé, quand il y avait des deuils qui n'avaient pas pu, qui étaient des deuils difficiles à faire, compliqués, de faire un rituel. Alors, il peut y avoir un rituel personnel. On peut très très bien écrire sur une feuille de papier tout ce que l'on aurait eu envie de dire à la personne, qu'on n'a pas pu lui dire, de faire un rituel personnel avec peut-être la photo de la personne, une bougie, on écrit ou on lui parle comme si elle était là, et ça libère beaucoup. Ça peut être personnel, ça peut être collectif. Une famille peut décider, et d'ailleurs on approche de la Toussaint, c'est peut-être le moment, peut décider de se réunir, soit dans un jardin, soit dans un appartement, dans une maison, soit dans une église, soit dans un lieu spirituel, quel qu'il soit, et de rendre un hommage à cette personne comme si, effectivement, le cercueil était là, comme si elle était là. Je pense que j'ai assisté, d'ailleurs, la semaine dernière, à un hommage qui était rendu à Patrick Devedjian, sa femme est une amie nous étions dans la même chorale. Et donc, il y a eu une messe à l'église arménienne. Et là, je me suis dit, voilà un bel exemple d'un rituel différé. Il y avait toute la communauté arménienne, la famille, et il y a eu les chants, les prières qui sont la spiritualité de cette communauté. C'était une messe orthodoxe à l'église arménienne de Paris. Et il y avait des hommages ensuite. Les gens ont pris la parole, ont parlé. Exactement comme ce qu'ils auraient fait d'ailleurs s'il y avait eu des obsèques, je dirais, comme d'habitude, mais qui n'ont pas pu avoir lieu parce que Patrick Devedjian est un des premiers hommes politiques à être mort au début du confinement. Donc, aucune obsèque, rien. Et je pense que ça fait beaucoup de bien de pouvoir faire un rituel. Ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, mais ça fait partie des rites qui libèrent.